et bon réveil. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici le sommaire de cette édition. Un vent anti-Binyamin Netanyahou souffle-t-il sur le pays à 8 jours des élections, manifestations ce week-end, des révélations plutôt embarrassantes dans la presse. La campagne bat son plein. On se plonge dans le cœur du débat avec nos invités dans un instant. Et à 8 jours du scrutin, on poursuit également ce matin notre série Les élections pour les nuls. Chaque matin, on vous présente un des partis en lice. Et autour aujourd'hui de la liste unifiée, 4 partis arabes ont décidé de faire liste commune pour la première fois de l'histoire du pays. Enfin, ce nouveau dérapage antisémite au cœur de l'Europe, en plein campus universitaire à Bruxelles. Des étudiants juifs ont été conspués publiquement par des militants pro-palestiniens. Bonjour à tous, merci d'être avec nous à 8 jours du scrutin israélien. Eh bien, je vous le disais, les mots et la critique se font de plus en plus acerbes à l'encontre du Premier ministre. Manifestation importante ce week-end pour exiger l'alternance du pouvoir. Sur l'estrade, un ancien chef du Mossad, vous allez le voir, il déclare que Binyamin Netanyahou est en train de tuer le rêve sioniste, rien de moins. Écoutez-le. Un rassemblement historique pour la gauche israélienne. On n'avait pas vu autant de monde sur la place Rabin de Tel Aviv depuis des années. Ces dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi soir sous le slogan « Israël veut le changement » avec une exigence, le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou, très critiqué notamment sur ses politiques économiques et sécuritaires. Cette manifestation a eu lieu à seulement 10 jours des élections législatives israéliennes. Je veux que tous les gens réunis ici et les autres qui sont restés à la maison se réveillent et votent, qu'ils fassent le bon choix afin de changer le gouvernement. Le rassemblement s'est clôturé par le discours de plusieurs personnalités, dont celui de l'ancien chef du Mossad, Meir Dagan. L'ex-espion a fustigé le Premier ministre, le rendant responsable de l'impasse dans laquelle se trouve Israël. Israël est un pays entouré d'ennemis. Ces ennemis ne me font pas peur, mais je crains notre gouvernement. Au nom de cette guerre, il entraîne le pays vers un État binational et vers la fin du rêve sioniste. Je ne veux pas d'un État binational et je ne veux pas d'un État d'apartheid. Les sondages donnent jusqu'à présent le Premier ministre israélien en coude à coude avec l'Union sioniste menée par Tzipi Livni et Herzog. Alors bonjour à nos invités, on va essayer de rentrer dans le cœur du débat électoral avec vous, Michael Lev, membre du Likoud. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, bonjour. Daniel Sheikh, ancien diplomate israélien, membre de Hatnoa, proche de l'Union sioniste de Bougie Herzog. Alors les mots de Meir Dagan sont extrêmement durs à l'encontre du Premier ministre. Est-ce qu'il représente un sentiment général de la population israélienne? À votre avis, 50 000 personnes selon les organisateurs, c'est pas énorme, hein, il faut le dire. L'unanimité, ce n'est pas une caractéristique très juive. Non, il ne fait pas l'unanimité, évidemment. Il ne représente pas tout le monde, mais il représente, à mon avis, une très, très grande tranche de la population. Spécifiquement, il faut dire que ce n'est pas que Meir Dagan qui exprime ce genre de sentiment. Quasiment tous les anciens chefs des services de sécurité israéliens, qu'ils soient de l'armée, du Shabak, de la sécurité intérieure ou du Mossad, ont, à un certain moment après leur retraite, exprimé non pas seulement des inquiétudes, mais des avertissements que Israël, dans la politique actuelle, va vers un gouffre. Et je pense que si on a été Premier ministre pendant 6 ans, comme l'a été Benjamin Netanyahou, il ferait mieux de les écouter plutôt que de dire simplement ce sont tous des traîtres, des renégats, etc. Notre sécurité était entre les mains de ces gens. Ils avaient la confiance de 3, 4, 5 premiers ministres différents. Ils n'ont pas changé soudain. Et c'est ça qu'a exprimé Meir Dagan samedi soir. Et une grande foule qui était rassemblée là-bas l'a soutenu. Et je suppose que beaucoup d'autres Israéliens l'ont bien écouté. Binyamin Netanyahou se montre trop hésitant dans ses décisions sécuritaires, notamment. C'est ce que lui reprochent ses responsables, anciens chefs du Mossad notamment. Je voulais d'abord faire part de ma consternation quant au discours haineux qui a été prononcé par un écrivain, comment s'appelle-t-il déjà? Gazouz, Nazouz,
lors de cette manifestation de 35 000, selon la mairie, militants de gauche qui ne représentent finalement qu'eux-mêmes, un discours où on a pu entendre que ce sont ceux qui embrassent les mezouzotes et qui se prosternent face à des tombes de sages, finalement des gens qui n'ont pas de culture, pas de civilisation, qui sont au pouvoir, se commettent ce petit nombre de personnes de façon très méchante comme ça. Voilà, Et puis il y a eu le discours de Meir Dagan, un discours qui aurait pu être lu par n'importe qui du parti Avoda. Il n'est pas n'importe qui, Meir Dagan, et c'est pour ça que ces mots ont quand même une importance. Les critiques qu'il fait à Binyamin Netanyahou d'avoir pris de mauvaises décisions pour le pays. Alors, vous en dites quoi? Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a été responsable du Mossad comme Meir Dagan, ou une autre personne qui a participé à la sécurité de l'État d'Israël, c'est aussi, comme un juge dans un tribunal ou comme un policier, quelqu'un qui a un cœur, c'est un être humain, et il a aussi une idéologie. Or, ce discours était rempli d'idéologie. Je vous rappelle que Meir Dagan... C'est honteux d'avoir une idéologie. Non, c'est très bien, mais il faut le reconnaître. Il est une personne politique aujourd'hui, il est une personne indépendante, publique. Qu'il ait une idéologie, mais qu'on ne me dise pas que c'est pour des raisons de sa spécialité en matière de Mossad. Mais c'est aussi ça, il était quand même chef du Mossad pendant des années. Oui, et il avait la confiance de 3 premiers ministres. Il est considéré comme l'un des meilleurs chefs du Mossad dans l'histoire d'Israël. Et il était présent, mais ça n'a rien à voir, il était aussi présent pour soutenir l'Eitnatkout, le retrait de la bande de Gaza. Je vous rappelle que la droite avait mis en garde l'opinion publique et la Knesset, l'Assemblée israélienne, contre ce retrait en disant que nous allons recevoir des missiles sur les villes d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Meir Dagan a bien soutenu dans les bureaux de sécurité ce projet. Alors, donc il n'est pas non plus... Meir Dagan a une couleur politique. On va essayer. Clairement. Avec votre permission. C'est clair qu'il a une couleur politique, mais c'est normal. Et c'est pas illégitime d'avoir une couleur politique. On va se plonger, messieurs, un petit peu dans le cœur du sujet. On va, bien sûr, on va essayer de comprendre les idées, justement, de Meir Dagan. Avec vous, Cyril, qui est-il et pourquoi en veut-il tellement à Binyamin Netanyahou? Ce n'est pas sa première critique publique à l'égard du Premier ministre. Exactement, et ça peut paraître surprenant, Barbara, parce que ce septuagénaire qui est né en URSS est plus connu pour ses faits d'armes que pour son bavardage. C'est une figure sécuritaire de premier plan en Israël. Il a été le combattant légendaire notamment de la prestigieuse unité d'élite de l'état-major, la fameuse Sayeret Matkal, et puis il a rapidement accédé au grade de général de division. Il quitte l'armée en 1995, mais une fois l'uniforme ôté, il continue dans cette spécialisation sécuritaire puisqu'il devient le conseiller pour les questions antiterroristes de Binyamin Netanyahou et puis conseiller à la sécurité nationale auprès du Premier ministre Ariel Sharon, le même Sharon qui le nomme donc ensuite à la tête du Mossad en août 2002, poste qui lui sera confirmé par le Premier ministre Ehud Olmert, et ce jusqu'en 2011 où il quitte justement donc ses fonctions. Et une fois qu'il quitte ses fonctions, eh bien, il s'affranchit également de son devoir de réserve, Meir Dagan, et il commence à donner de la voix. En 2011 d'abord à l'université de Jérusalem où il avoue ne jamais avoir entendu une idée aussi stupide que celle émise par Binyamin Netanyahou, celle, vous l'avez compris, d'attaquer de manière unilatérale les sites nucléaires iraniens sans l'allié américain. Puis une nouvelle sortie, un an plus tard, c'est sur l'antenne de la chaîne américaine CBS, où il qualifie l'Iran, je cite, d'acteur très rationnel. Attaquer l'Iran avant d'avoir réfléchi à toutes les autres approches n'est pas viable, poursuit-il, avant de déclarer qu'il fait confiance à Barack Obama pour avoir recours, s'il le faut, à l'option militaire contre le régime d'Ebola. Et puis, dernière récidive qui date de quelques jours avant le discours controversé de Netanyahou au Congrès, c'est lors d'une interview accordée au quotidien Kantiraj Yediot Ahronot, un entretien à charge, féroce contre le Premier ministre, où il déclare que Netanyahou aura été celui qui aura causé le plus de tort à Israël dans le dossier iranien. Ben voyons. Est-ce qu'il y a... Allez-y. Non, mais quand j'entends que Binyamin Netanyahou n'a pas fait ce qu'il faut et ne fera pas ce qu'il faut pour assurer la sécurité de ses concitoyens en Israël, je ris.
Je ris je ris jaune bien sûr, mais je ris parce qu'on sait avec quelle force et quelle ferveur il est arrivé au Congrès américain, où il a été acclamé par l'ensemble de ce Congrès. Aussi la barrière qui a été construite dans la frontière entre le Sinaï égyptien et Israël pour empêcher ces pauvres Africains qui réfugiés ou politiques ou pour pouvoir travailler, on les empêche aujourd'hui de rentrer. Il n'empêche quand même que Meir Dagan avance un chiffre, le nombre de morts israéliens tombés lors des conflits depuis que Binyamin Netanyahou est en poste. Meir Dagan l'a expliqué lors de son discours, le nombre le plus élevé d'Israéliens depuis la guerre d'indépendance. Ah bon ? Oui, j'aimerais qu'il me donne la source de son chiffre. Puisque j'ai d'autres... bien préparé. Je suppose qu'il a fait ses devoirs. J'ai d'autres sources et je me rends compte que quand le Likoud est au pouvoir, il y a justement moins, il y en a beaucoup trop toujours, mais il y a toujours moins de victimes quand Binyamin Netanyahou est au pouvoir. Mais j'aimerais vous poser la question et poser la question aussi à Danishek. Qui a donné les armes? On va laisser Madame poser les questions. C'est une question rhétorique, bien entendu. Qui a donné les armes? Qui a donné les armes aux terroristes? Qui a ramené le terroriste Yasser Arafat de Tunisie et ses amis? Yasser Arafat est mort. On peut parler des vivants. Et ses amis Mohamed Abbas, Mahmoud Abbas, qui l'a ramené? Autre question, Cyril, est-ce qu'il existe un contentieux personnel entre Meir Dagan et Binyamin Netanyahou? Alors non, c'est ce qui renforce justement les arguments de Meir Dagan, puis il n'y a pas a priori de brouille personnelle. Meir Dagan n'est pas un homme politique, je le disais tout à l'heure, les deux hommes ont collaboré puisqu'il a été le conseiller de Binyamin Netanyahou. Ouais. Netanyahou qui lui envoie d'ailleurs sa propre sécurité personnelle à Minsk en Biélorussie lorsque Meir Dagan doit subir une grève du foie, donc a priori pas de contentieux personnel, des arguments qui seraient a priori purement objectif, et puis ce sont des arguments qui font mal à Netanyahou parce que la critique n'émane pas d'une certaine gauche pacifiste, humaniste, voire naïve, souvent accusée par la droite d'être un peu trop laxiste sur le plan sécuritaire. Non, Meir Dagan lui a été le fer de lance de la lutte contre le programme nucléaire iranien. Il est connu pour sa pugnacité, c'est un audacieux chef de commando, un impitoyable général, puis un mystérieux chef du Mossad, et c'est d'autant plus irritant pour Binyamin Netanyahou qu'il croyait le compter parmi les siens, parce que c'est quand même, il fait partie de sa famille idéologique, il était proche d'Ariel Sharon, et puis donc fer de lance, je le disais, contre le programme nucléaire iranien, assassinat ciblé contre des savants iraniens, et puis virus Stuxnet inséminé dans les laboratoires iraniens. Donc c'est celui qui a été à la tête de la lutte contre le programme nucléaire iranien qui se permet de faire aujourd'hui des critiques contre la politique iranienne du Premier ministre israélien. C'est ce qui rend encore plus significatif ces critiques. Est-ce que ces critiques à répétition de Meir Dagan sont un coup dur pour Binyamin Netanyahou, et nous sommes, on le rappelle, à 8 jours du scrutin? Oui, complètement, c'est un coup dur, parce que comme je le disais, c'est une figure hautement sécuritaire qu'il ait fait ces déclarations à quelques jours du scrutin. Danishek le disait tout à l'heure, Meir Dagan n'est pas le seul, on voit les critiques se multiplier, et des critiques qui émanent des plus hautes figures sécuritaires israéliennes. On se souvient des déclarations de Yuval Diskin, l'ancien chef du Shin Bet, des services de sécurité intérieurs israéliens, d'Amos Yadlin aujourd'hui, qui fait partie de l'Union sioniste et qui a été un des soldats les plus décorés, un pilote de chasse qui a bombardé notamment le réacteur nucléaire d'Ozirak en Irak. Bref, voilà, donc l'argument sécuritaire est de moins en moins convaincant du côté de Netanyahou, puisque il est entre guillemets trahi par ceux qui ont eu comme prérogative d'assurer justement la sécurité des Israéliens pendant ces dernières années. Merci beaucoup Cyril. Alors Meir Dagan, on l'a dit, a accusé entre autres le Premier ministre d'avoir tué le rêve sioniste, à savoir un État à majorité juive et minorité arabe qu'il serait en train de faire disparaître au profit d'un État binational. Alors au même moment, le plus grand journal israélien, le Yediot Aharonot, a publié un document secret où il révèle les compromis justement que Binyamin Netanyahou était disposé à faire dans les négociations avec les Palestiniens, des compromis qui n'auront jamais vu le jour. Les explications signées Léa Berdugo.
Un faux ou un tox, à 10 jours des élections, les révélations du Yediot Aharonot, journal hostile à Benyamin Netanyahou, sont bien embarrassantes pour le Premier ministre. Le document publié daterait d'il y a 5 ans et contredit en partie les lignes rouges sans cesse rappelées et défendues par Benyamin Netanyahou depuis le début de son mandat. En substance, voilà le contenu de la proposition israélienne transmise au président Obama et qui serait toujours restée sans réponse. Une solution à 2 États basée sur les frontières de 1967, une solution négociée sur la question des réfugiés et sur Jérusalem. Le document dit également que certains Israéliens auront le droit de rester vivre dans l'État de Palestine, mais sous juridiction palestinienne. Il est également dit que les parties acceptent le fait qu'Israël et la Palestine auront des frontières communes permanentes et que la Palestine partagera des frontières permanentes avec la Jordanie et l'Égypte. Autrement dit, cela équivaut à une souveraineté palestinienne sur la vallée du Jourdain. Les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Pour Naftali Bennett, chef du parti Foyer Juif, les masques sont tombés. Benyamin Netanyahou dément catégoriquement avoir été à l'origine d'une telle proposition et d'avoir accepté ces concessions. Pour Tzipi Livni, la réponse de Benyamin Netanyahou est tout simplement lâche. Benyamin Netanyahou lâche sur la question palestinienne? C'est pas une question de lâcheté sur la question palestinienne, c'est une question de zigzag permanent sur toutes les questions d'ailleurs. Un jour, il a fait un discours à Bar-Ilan pour dire qu'il est pour la solution de 2 États. Aujourd'hui, tout est démenti, jamais, pas de retrait. C'est selon le vent du jour, selon les besoins de la prochaine crise. C'est comme ça que Benyamin Netanyahou... Il ne serait pas allé au bout de ses compromis si ce document s'avère véridique pour ne pas perdre sa coalition. C'est ce qu'on reproche à Benyamin Netanyahou, d'avoir fait des calculs politiques toujours en plus importants que les calculs stratégiques importants pour l'État d'Israël. Est-ce que vous partagez cet avis? Peut-être. Moi, je ne suis pas dans la tête de Benyamin Netanyahou et loin de moi d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Mais je dois vous dire une chose qui concerne aussi notre débat tout à l'heure. Quand on est au pouvoir depuis 6 ans, il faut porter la responsabilité de la réalité de ce pays. On a eu la responsabilité de ce qui se passe ici. Et si nous sommes, après 2 guerres avec le Hamas qui n'ont rien donné, des négociations avec le Hamas pour apaiser jusqu'au prochain round, que les Iraniens sont plus près que jamais à la bombe atomique, on ne peut pas dire que c'est un fait d'un fatalisme. On a eu la responsabilité, il faut regarder la réalité droit dans les yeux et comprendre qu'il est temps de donner les rênes à quelqu'un d'autre. Benyamin Netanyahou n'est pas responsable de cette situation sécuritaire, de cette situation face à l'Iran, face aux Palestiniens, face au Hamas? Cette situation sécuritaire par rapport à la situation sécuritaire telle que nous l'avons reçue par Ehud Olmert en 2009, aussi pour ce qui est de la situation économique. Vous avez oublié Arafat en 90. Économique, oui. Non, mais c'est en 2009 il y a eu des problèmes aussi que le MAPA C'est en 2009 que Benyamin Netanyahou est rentré au pouvoir. Depuis 6 ans, ça suffit de pleurnicher. Cette situation est bien meilleure. Pour réparer la situation. Et cette situation est bien meilleure. Si nous avons fait beaucoup, cette situation est bien meilleure qu'elle n'a été auparavant. Bien évidemment, ce qu'a annoncé Yediot Aharonot, c'est absolument faux. Meilleur. Pourquoi Benyamin Netanyahou n'a pas fait avancer d'un iota le conflit avec les Palestiniens? Parce que Benyamin Netanyahou regarde la conjoncture telle qu'elle est, et la conjoncture dans le monde arabe est plus que complexe, qu'on marche sur des œufs, que hier on nous annonçait qu'on pouvait peut-être quitter le Golan. Aujourd'hui, nous savons que nous avons Daesh à côté. Nous aurons Daesh dedans bientôt. Si on garde les territoires, on va avoir Daesh près de Tel Aviv. C'est mieux. Nous avons le Hamas. Nous avons le Hamas, oui. Ce qui est déjà très très dur à gérer. Des terroristes. Il est pour un État palestinien au compte. On peut comprendre. Peut-être vous allez nous éclairer ce matin. Benyamin Netanyahou est pour ce que je conteste personnellement, puisque vous savez que nous sommes un grand parti au Likoud. Benyamin Netanyahou est pour un État palestinien uniquement le cas où nous avons de réels partenaires pour la paix. Sans aucune concession dans l'état actuel des choses, c'est ce que le Premier ministre a répété hier soir. Avec des concessions, mais sûrement pas la plaine du Jourdain, sûrement pas Jérusalem, sûrement pas les grands blocs d'implantation.
mais uniquement dans le cas théorique qui n'existe pas aujourd'hui, où nous avons en face de nous des gens qui ne veulent pas la paix, mais qui veulent nous détruire, qui ne veulent plus l'entité sioniste ici en Israël. Une semaine avant une rencontre avec le président... Je voudrais terminer. Nous sommes appuyés par d'autres personnes, hautes personnes de la sécuritaire, comme Moshe Boughi Ya'alon, ancien chef d'état-major. Pour lui, c'est légitime d'avoir une position politique. Oui, pour lui, c'est légitime. C'est légitime aussi. C'est pas légitime. Mais il est aussi légitime en tant qu'ancien sécuritaire. C'est vous qui dites que ce que dit Meir Dagan est illégitime parce que c'est teinté politiquement. Boughi Ya'alon, c'est bon, ça va? C'était pas illégitime. C'est illégitime de se servir de son rang d'ancien. Et Boughi Ya'alon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se sert pas de son rang d'ancien. Sur la question palestinienne, est-ce que la gauche, si elle arrive au pouvoir, pourra faire autrement? La gauche ne s'est pas illustrée dans l'histoire d'Israël pour ces négociations qui n'ont jamais abouti non plus avec les Palestiniens, avec les pays arabes. Il y a eu des choses qui ont abouti, il y a eu des choses qui n'ont pas abouti. La gauche ne dit pas que dès que le lendemain de son élection, la paix régnera dans la région et tout le monde vivra heureux jusqu'à la fin des temps. Il y a une conjoncture régionale. Il y a régionale. évidemment une conjoncture réalité. Et elle est très difficile. La gauche aura d'ailleurs le privilège de faire comme mon ami ici et de dire c'est la faute du Likoud, c'est la faute du Likoud, mais je pense que Bougie Herzog et Tzipi Livni vont mieux faire. Ils vont dire on va changer, on va essayer de réouvrir les portes des terroristes. Réouvrir les portes aux terroristes pour leur laisser comme avec Oslo, pour leur laisser comme avec Oslo, venir faire des attentats terroristes dans nos bus, faire exploser nos restaurants. Les attentats, c'est votre responsabilité pendant 6 ans. Calmez-vous maintenant. Laissez-moi terminer ma phrase. 2009 Laissez-moi terminer ma phrase. Réouvrir les portes de négociation avec les Palestiniens et le monde arabe, pas moins important, et renouer enfin nos alliances internationales pour que d'un point de départ de force, de solidité, de confiance, on peut tenter, je ne dis pas forcément réussir, mais au moins tenter de réouvrir une voie un peu différente que les négociations avec le Hamas. Parce que ce qu'a fait Benjamin Netanyahou, c'est... Il n'a pas négocié directement avec le Hamas. Non, mais il a eu un accord avec le Hamas, d'accord? Un accord de cessez-le-feu dans le cadre d'un conflit armé. Il a eu 2 accords avec le Hamas et 0 avec le Fatah, qui lui cherche une négociation avec Israël. Ah oui, il est très modéré le Fatah. Non, le Fatah est très modéré. Le Hamas est beaucoup mieux modéré. Je vous propose, messieurs, de nous éloigner de ce que pensent les partis politiques de cette question, mais d'aller écouter les Israéliens eux-mêmes. Est-ce qu'il existe encore dans le pays un espoir de paix avec les Palestiniens? Est-ce que les Israéliens y croient encore? Est-ce que c'est un sujet d'importance pour eux? Regardez, ils ont répondu aux questions de Betsa Bessalem. יש תקווה שיגיעו להסכם יום אחד, אבל אני לא חושב שההסכם הזה יוביל אותנו למשהו טוב. לדעתי הוא יוביל לעוד מלחמה. כאימא לילדים, ואני בטוחה שאימהות ערביות לילדים לא ממש באמת רוצות לראות את הילדים שלהם נהרגים. אני מאוד הייתי רוצה שלום, אבל עם שותף שבאמת אפשר לעשות איתו שלום. כל זמן שאבו מאזן בשלטון, אין מצב. אין מצב. או ההפך, או הליכוד בשלטון, לא יהיה מצב. היה שלום, ובטח גם יהיה שלום. כי יש, גם אם נחתום על חוזה שלום עם אבו מאזן, אז תמיד יש את החמאס שלא יסכים לזה, כי החמאס לא מקבלים את ישראל, לא מכירים בישראל, ורוצים שישראל לא תהיה. We think in 4 to 8 year cycles that usually align with Israeli elections and with American elections. תראי את בגין, מי חלם שילך ויעשה שלום, אבל מה יצא מזה? We need to take a much longer strategic view that peace is possible in the next 50 years. כן, אני חושבת שכששני צדדים נמצאים במצב שהוא לא טוב לאף אחד מהצדדים, הם ימצאו את הפתרון. שני הצדדים יצטרכו למצוא את הפתרון. Alors Michael, tout le monde est d'accord pour dire que ce statu quo est invivable sur le long terme, que c'est une matière explosive. Qui est d'accord? Si le Likoud est réélu, est-ce que ce statu quo va changer? Vers où va se diriger l'État d'Israël? Vers un État binational? C'est ce qu'envisage Binyamin Netanyahou et le Likoud? Vous dites tout le monde est d'accord pour dire que ce statu quo n'est pas favorable à Israël. Mais non, tout le monde ne le dit pas. Tout le monde ne le dit pas. Nous disons aujourd'hui que nous pouvons faire la paix avec des gens qui veulent faire la paix
et qui ne veulent pas sans cesse Est-ce qu'un nous État détruire. binational est la solution? Il n'y aura pour le pas Likoud d'État binational Qu'est-ce qu'il y aura, alors dans la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y aura? Je vous rappelle que, contrairement à ce que la gauche a pu nous faire croire pendant des années, la démographie va dans le sens positif pour les Juifs de la mer au Jourdain en Israël face aux populations arabes, que notre démographie est meilleure, que le statu quo pour le moment est la moins mauvaise des situations. Je rappelle que le Likoud est un parti politique sioniste et qu'en tant que parti politique sioniste, oui, nous désirons avoir une forte majorité juive dans notre État. Mais aujourd'hui, nous avons une conjoncture avec un Mahmoud Abbas qui peut sauter demain et qui de toute façon est lui-même un ancien terroriste et un négationniste connu et reconnu, qui ne veut pas la paix, qu'il s'occupe plus de vouloir détruire Israël que de vouloir faire la paix. Que les Palestiniens se choisissent un leader qui veut faire la paix. Nous serons les premiers, comme Menachem Begin a fait la paix avec l'Égypte. Si la gauche revient au pouvoir dans 8 jours, qu'est-ce qui fera que ça marche? Je vous répète, je ne sais pas si ça va marcher, mais je suis certain que les efforts vont changer, que le cours de ce gouvernement va aller de l'extrême peur et menace permanente sur les citoyens vers une lueur d'espoir, un changement de priorité. Il n'y a pas que la question palestinienne, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules des Israéliens, et il est temps d'une alternance. C'est très simple. Dans une démocratie, l'alternance, c'est quelque chose de sain. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir, c'est le temps de laisser de la place. Je vous laisse une phrase à chacun pour conclure. Meir Dagan a parlé également d'une crise de leadership, la plus grave qu'Israël n'ait jamais connue. Ni Bougie Herzog, ni Binyamin Netanyahou ne pourraient répondre à cette phrase, à cette crise de leadership. Qu'est-ce que vous lui répondez en 20 secondes? On ne change pas une équipe qui gagne. Les chiffres sont là, tant au niveau sécuritaire qu'économique. Ils sont favorables. Nous avons eu une grande crise économique mondiale. Israël ne l'a pas subie. Cette situation est en contrôle. Il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Merci Votez beaucoup, Mahal Netanyahou. Michael Ev, le mot de la fin pour vous, Daniel Sheikh. Je suis en fait d'accord. On ne change pas une équipe qui gagne, mais c'est une équipe qui a perdu sur tous les fronts. Il est temps de la changer. Il y a une lueur d'espoir de l'autre côté, et le 18, le soleil brillera. Merci messieurs, voilà 8 jours du scrutin, la campagne bat son plein, vous l'aurez compris, et après un nouveau journal, on poursuivra notre série Les élections pour les nuls. On s'intéresse ce matin au parti arabe, la liste unifiée qui pourrait devenir la 3e force du pays. Restez avec nous. Morning, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, bienvenue, bon réveil. Nous sommes toujours en compagnie de Daniel Sheikh, ancien diplomate israélien. Merci d'être avec nous ce matin. Rudy, bonjour. Bonjour, On va parler dans un instant des élections, les élections pour les nuls. Ce matin, vous allez tout nous dire sur le parti de la liste arabe unifiée. Mais on poursuit avec vous, Cyril, et les grands titres de la presse arabe et israélienne ce matin. D'abord, un coup d'œil aux journaux israéliens. À 8 jours des élections, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la campagne. Et évidemment, ni concession, ni retrait. Voilà donc ce que disent ce matin nos confrères du quotidien proche du pouvoir Israël Hayom à 9 jours du scrutin. Binyamin Netanyahou est donc revenu sur son soutien à la création d'un État palestinien. Soutien qui, rappelons-le, il avait exprimé en 2009 lors de son célèbre discours prononcé à l'université de Bar-Ilan. Un discours que le Premier ministre Netanyahou ne juge plus pertinent, dit-il, compte tenu du contexte géopolitique au Proche-Orient. Tout territoire évacué tomberait entre les mains d'extrémistes et d'organisations terroristes soutenues par l'Iran. Par conséquent, il n'y aura ni concession ni retrait. Des déclarations que vous pourrez lire donc ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Alors de son côté, le quotidien de gauche Haaretz regrette les zigzags du Premier ministre. Pendant ces 6 années de mandat, dit le correspondant diplomatique du journal Barak Ravid, Netanyahou n'a eu de cesse de faire mine de consentir des compromis avant de les démentir aussitôt. Ces déclarations sont toujours de circonstance, écrit Ravid. Il est clair qu'à quelques jours du scrutin, Netanyahou a clairement voulu opérer un virage à droite.
Et puis on apprend sur le site d'information Times of Israel que le président israélien Reuven Rivlin pourrait appeler le Likoud et l'Union sioniste, qui, rappelons-le, sont au coude à coude dans les sondages, à former un gouvernement d'union nationale, si toutefois les deux formations ne parvenaient pas à se départager à l'issue du scrutin. C'est un scénario qu'envisage la gauche, qu'envisage Bougie Herzog et Tzipi Livni. Comment ça? L'Union nationale. Moi, personnellement, c'est vraiment une opinion personnelle, je trouve ça la pire des solutions, parce que cela calme un peu le jeu, ça vous sort d'une problématique de former une vraie majorité, mais ça vous donne un gouvernement de paralysie, un gouvernement qui ne peut subsister que s'il ne fait rien. Et donc, tout sympathisant du centre-gauche que je suis, je préférerais déjà un gouvernement cohérent de droite qu'un gouvernement d'union nationale. Bougie Herzog n'a pas officiellement déclaré qu'il ne siégerait pas jamais avec Benjamin Netanyahou. Non, mais Benjamin Netanyahou l'a fait pour lui. Donc, comme dit Benjamin Netanyahou sur la question palestinienne, ce n'est plus pertinent. On verra bien si c'est encore un zigzag ou non, mais Benjamin Netanyahou, pour faire plaisir à ses électeurs de droite et d'extrême droite, a dit hors de question, il y a un fossé entre nous, il a dit. Eh bien, moi je préfère aussi que le fossé reste en place. Voilà pour la politique. Cyril, on parle de l'État islamique et ces images terribles qui nous viennent d'Irak. Ouais, c'est devenu une obsession, nous dit ce matin le quotidien libanais An-Nahar. Les islamistes s'en donnent à cœur joie pour détruire les joyaux du patrimoine culturel. Nouvelle décapitation donc des barbus de Daesh. Cette fois-ci, c'est la culture qu'on exécute. Les islamistes qui s'en seraient pris hier à un troisième site archéologique en Irak, celui de Khorsabad, situé dans la province de Ninive, au sud de l'Irak. Les djihadistes, nous rappellent le journal, s'étaient déjà attaqués à deux sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Il s'agissait de Nimroud et de Khatra. Et puis en Iran, la presse veut faire taire ce matin encore les rumeurs sur l'état de santé du guide suprême. Et oui, Barbara, certains médias ce week-end donnaient même Ali Khamenei pour mort. Le guide suprême iranien, âgé de 76 ans, aurait été transporté jeudi dans un état critique dans un hôpital de Téhéran. Il souffrirait d'un cancer de la prostate en phase terminale. Mais vous le voyez, à la une du Tehran Times ce matin, il a plutôt l'air de péter la forme, Ali Khamenei. On le voit donc s'adresser ici à certains militants écologistes. C'était à son domicile de Téhéran. Ça s'est passé hier. Et on termine par l'éphéméride du jour, c'était il y a 23 ans. Et c'était un 9 mars 1992, Menachem Wolfowitch Begin s'éteignait à Jérusalem. Il a été le Premier ministre d'Israël de juin 1977 à octobre 1983. Menachem Begin, dont l'accord de Camp David restera ancré dans l'histoire, un accord négocié à Camp David avec le président égyptien Anwar el-Sadat sous la médiation américaine du président Jimmy Carter. Merci Cyril, restez avec nous puisqu'on continue de parler politique et je le disais, on continue notre série Les élections pour les nuls avec vous Rudy. Chaque matin, vous venez donc nous présenter un des partis en lice pour ce scrutin et vous vous êtes arrêté aujourd'hui sur la liste unifiée. Pour la première fois de l'histoire du pays, 4 partis arabes font liste commune et leur poids pourrait être considérable. Oui, alors habituellement on parlait des partis arabes, des petits partis arabes, chacun représentait une sensibilité de cette population arabe israélienne, mais ces partis ont dû s'allier pour devenir donc la liste arabe commune ou conjointe selon la traduction. Alors je vous explique pourquoi ils ont failli et ils ont dû s'allier. On regarde tout ça dans ce petit sujet. Israël est un pays compliqué, encore plus en période d'élection. Alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de la liste arabe commune unie. Unis, pas tant que ça. Au sein de cette liste, 4 partis aux idées bien différentes. Le seul dénominateur commun est de représenter les 20% d'Arabes israéliens, soit 1,5 million de citoyens. On y trouve le parti communiste judéo-arabe, le Hadash, le parti islamique Ra'am, les nationalistes palestiniens du Balad et enfin le Tal du très populaire Ahmed Tibi. Bref, avec tant de sensibilités différentes, pourquoi s'allier, me direz-vous? Eh bien parce qu'ils n'ont pas le choix. Le seuil d'éligibilité ayant été remonté de 2 à 3,5% pour les petits partis, ils doivent se présenter donc unis pour exister à la Knesset. Il fallait bien trouver un leader, le voici, Ayman Odeh, 41 ans et avocat à Haïfa. Peu connu, il est le consensuel leader du parti Hadash, les communistes donc, et il bénéficie d'une bonne cote de popularité dans le public arabe israélien. Reste alors à définir un programme, ce qui s'avère être difficile voire impossible vu les différentes sensibilités de la liste.
On préfère alors se concentrer sur des grands thèmes comme le racisme et la discrimination anti-arabe dans la société israélienne. Autre cheval de bataille, conserver la langue arabe comme langue officielle du pays, au même titre que l'hébreu. L'égalité arabe-juive au centre même du programme dans l'éducation, les moyens et les infrastructures. Côté conflit, pas de surprise, la liste arabe unifiée milite pour le démantèlement des implantations et le retour aux frontières de 1967. Avec des sondages qui les propulsent troisième force politique du pays, alors pourquoi ne pas rentrer dans une coalition pour peser vraiment ? Eh bien, même si leurs électeurs en rêvent, c'est peu probable, compliqué de participer à un gouvernement qui, en cas de guerre, pourrait décider par exemple de bombarder Gaza ou le Sud-Liban. En résumé, cette liste d'Union arabe a tout pour peser dans la balance, mais hésitera à jouer pleinement le jeu démocratique. Une identité et un rapport à Israël compliqué, à l'image du 1,5 million d'Arabes israéliens qui, pour la plupart, se définissent comme palestiniens. Voilà, situation complexe. Il faut s'attendre à un succès ? Il faut s'attendre à un succès, à un poids considérable de cette liste. Selon les derniers sondages, en moyenne, ils sont crédités de 13 sièges dans la prochaine Knesset. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'à la base, cette augmentation du seuil d'éligibilité devait éliminer les petits partis et les petits partis arabes, justement. Et elle les a finalement renforcés. Donc, ils vont se retrouver assez forts à la Knesset. Sauf qu'il y a deux bémols. Le premier, c'est qu'il y a des divisions internes. Comme on le dit dans le sujet, les sensibilités sont trop éloignées pour s'entendre sur une vraie ligne commune et s'entendre tout court entre eux. Donc, l'Alliance pourrait voler en éclats une fois l'élection terminée. Puis autre bémol, le refus de participer donc à un gouvernement pour vraiment peser sur les discussions, peser sur la vie politique israélienne. Certains pensent que dans cette liste, par exemple, certains pensent que dans la liste, que le Meretz, un parti qui est pourtant très à gauche, est un parti raciste. Donc ça va être très compliqué de faire quelconque alliance et donc de peser vraiment dans le quotidien des Israéliens et surtout des Arabes israéliens. Alors on va tenter d'y voir plus clair avec vous. Daniel Sheikh, alors effectivement, si cette liste unifiée devient la troisième force du pays, ça va changer quoi dans l'équilibre politique d'Israël ? D'abord, il faut comprendre que jusqu'à aujourd'hui, les trois partis arabes, dont un formé de deux formations, en fait c'est 4 partis en 3 listes, ont en tout 11 sièges. C'est-à-dire ils font à peu près 10% de la Knesset alors qu'ils sont 20% de la population. Donc il y a clairement une sous-représentation de cette population qui provient de 2 phénomènes. Le premier, c'est que la participation dans la population arabe israélienne est bien en deçà de la moyenne nationale. Et puis, il y a évidemment aussi des citoyens israéliens arabes qui ne votent pas pour les partis arabes, mais qui votent pour les autres partis, pour Meretz, pour Avoda, pour Shas, on a tout vu déjà. Donc déjà, nous avons un sursaut par rapport à la situation existante dans les sondages, 13 sièges. Beaucoup pensent que ça va être plus que ça va être 14, voire 15 sièges, ce qui les rendrait la troisième force politique du pays. Et cela change 2 choses. D'abord, ça change un peu l'équilibre entre les blocs, même s'ils ne font pas partie d'une coalition, potentiellement. Ce que j'aimerais mettre un petit bémol là-dessus, le lendemain des élections, beaucoup de choses changent. Mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais le bloc de gauche, de centre et de gauche se renforce. Deuxième chose, le coefficient, puisque leur montée va être le résultat d'une hausse de la participation de la population arabe. Donc le coefficient de chaque siège, de chaque mandat va augmenter un peu, ce qui risque de mettre en péril des partis comme Yachad d'un côté, Meretz de l'autre, qui vacille autour du seuil minimum de 4 sièges. Alors justement, parlons concrètement. Est-ce que Bougie Herzog, si au lendemain de l'élection peine à constituer une majorité, pourrait se tourner vers le parti arabe ? Vous savez, c'est difficile de faire un pronostic comme ça. En Israël, il faut gagner une élection 3 fois. Il faut d'abord être le premier parti. Après, il faut recueillir un maximum de recommandations chez le président. Et j'aimerais m'attarder sur cette question-là. Je pense que pour Bougie Herzog, il est primordial que les 13, 14 ou 15 députés arabes aillent chez le président et donnent une claire recommandation pour que lui soit Premier ministre. C'est loin d'être acquis. Le comportement classique des partis arabes, c'est de ne recommander personne. Ce qui n'est pas aussi mauvais pour Bougie Netanyahou que s'il, par exemple, aurait recommandé Netanyahou, mais ça
affaiblit énormément quand même ses chances pourquoi, d'avoir. juste pour qu'on comprenne l'idéologie du parti arabe, pourquoi ne recommander personne, pourquoi se mettre hors jeu? L'idéologie est de dire que, même s'il y a évidemment des différences entre la gauche et la droite, en gros, pas toutes les composantes de ce parti, mais certaines composantes de ce parti ne veulent pas collaborer avec des partis sionistes. Personnellement, si je dois faire un pari, je crois qu'ils vont aller au-delà de cette divergence, que Ayman Oudeh, qui est à la tête de ce parti, qui s'avère une véritable star dans la politique, à la fois arabe et y compris dans le public israélien, quelqu'un de très modéré, qui a un discours très différent de ce que l'on entend de la bouche de beaucoup de députés arabes, Hanan Zohabi qu'on voit ici à notamment l'écran. Hanan Zohabi. Je pense qu'il aura la sagesse de voir à long terme, de voir les intérêts de la population à long terme, de peut-être pas faire partie d'une coalition, mais de soutenir une coalition et récolter certains fruits, certaines récompenses pour son électorat. Alors il y a quand même, il faut le dire, une certaine violence à l'égard de certains membres de cette liste unifiée au sein de la classe politique. C'est ce qu'on appelle en anglais the understatement of the year. Voilà, je voudrais laisser parler les images peut-être. On va le voir dans un instant. Il y a quelques jours, un meeting électoral. Hanan Zohabi, justement, on en parlait, se trouve à Ramat Gan, à côté de Tel Aviv, pour un meeting électoral, et elle se voit jeter à la figure un verre de jus d'orange. Vous le voyez sur ces images. Elle n'en est pas à sa première altercation physique, notamment avec des forces de l'ordre israéliennes. Comment vous expliquez cette violence ? Je pense que d'abord, il y a une incitation de la part de certains partis et de certaines forces politiques en Israël de manière générale, contre la population arabe. Si vous avez un Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères, à la tête d'un parti qui, dans le débat électoral avec les autres chefs des partis, regarde Ayman Oudeh droit dans les yeux, qui lui dit « nous sommes 20% de la population », et Avigdor Lieberman de lui répondre « pour le moment, c'est temporaire », bien sûr que des agités dans un meeting électoral se sentent tout à fait à l'aise à agresser physiquement les représentants arabes et je conclus, et leurs représentants et leurs alliés, leurs amis. Cela dit, il faut dire la chose, Hanan Zohabi, c'est une provocatrice née. Voilà, elle adore cette provocation. Sur le fond, elle est une passionnariat. Déclaré que les assassins des 3 jeunes israéliens cet été n'étaient pas des terroristes. Elle faisait partie du Mavi Marmara. Voilà, etc. Elle n'est pas en manque de déclarations une vraie question qui se pose. Vous parlez d'Avigdor Lieberman. Il déclare hier que la place de ces députés arabes n'est pas à la Knesset, mais au contraire dans un parlement irakien, jordanien ou libyen. Sur le fond, est-ce qu'il pose une vraie question? Est-ce que ces députés arabes qui s'opposent au sionisme, à l'essence même de l'État d'Israël, ont leur place à la Knesset? Tant que 20% de la population de cet État sont des citoyens arabes, on ne peut pas, si on est en démocratie, dire que leurs représentants sont illégitimes. Ils sont plus légitimes que lui, parce que lui qui a voulu les faire sortir de la Knesset en proposant la hausse du seuil minimum, lui risque de se retrouver dehors, et ce serait vraiment la justice de l'histoire si cela se passait. Mais même s'ils restent à la Knesset, ils sont 20% de la population, ils doivent être représentés dans la Knesset, ils n'auront pas les mêmes opinions qu'Avigdor Lieberman, mais il faudra que lui les respecte. Merci beaucoup Daniel Sheikh, merci Rudy et Cyril. Après un nouveau journal, on parle de ce nouveau dérapage antisémite au cœur de l'Europe. Ça se passe sur un campus à l'Université libre de Bruxelles.
de retour sur notre plateau en compagnie de Michel Kishka. Bonjour Michel. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous ce lundi encore pour commenter l'actu. Dans un instant, grâce à votre coup de crayon, on va y arriver dans un instant. Mais avant cela, je me tourne vers une autre Belge. Et ça tombe bien, on va parler de la Belgique, mais pour un sujet extrêmement sérieux avec ce nouveau dérapage antisémite au cœur du campus de l'Université libre de Bruxelles. Myri, ça s'est joué il y a quelques jours, des étudiants juifs conspués publiquement en plein campus universitaire. Oui, donc en fait, il faut se remettre dans le contexte. C'est une manifestation pro-palestinienne ou anti-israélienne selon les versions des uns et des autres qui se déroule sur le campus. Une manifestation qui est menée par BDS. Vous connaissez le groupe BDS, donc c'est Boycott des investissements sanctions, une association qui appelle au boycott d'Israël. Eh bien, en Belgique, à Bruxelles, et là, son cercle d'étudiants, un cercle qui a été accepté donc par l'université. L'université, donc mercredi dernier, il monte un mur fictif pour dénoncer le mur de séparation. Il voit passer des étudiants juifs qui appartiennent à l'UEJB, l'Union des étudiants juifs de Belgique. Eh bien, ça donne ça, regardez. C'est vous les terroristes! Sionistes, fascistes! C'est vous les terroristes! Fascistes! C'est vous les terroristes! Sionistes, fascistes! C'est vous les terroristes! Michel, ça vous inspire quoi, ces images? C'est vrai, c'est pas la première fois. Hein. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de faits de ce genre en Belgique ces dernières années. Et il y a un climat dans ce campus, apparemment, qui est assez tendu. Et je pense qu'ils ont besoin de cours d'histoire pour bien commencer. Alors Myri, les images tournées par les étudiants eux-mêmes. Oui, c'est donc des étudiants de l'UEJB qui étaient sur place, qui ont donc décidé au départ de nouer le dialogue avec les manifestants de BDS, qui ont eu en réponse, vous l'avez vu sur les images, d'être invectivés, traités de terroristes et de fascistes. On le voit bien, la dernière image montre bien qu'on les pointe du doigt et que c'est bien aux étudiants juifs qu'on parle et non pas aux Israéliens, et donc à la manifestation qui était destinée à dénoncer les Israéliens. En retour, donc, pas de dialogue et un échange, même pas un échange en fait, puisque les étudiants juifs ont décidé de finalement ne pas répondre et sortir leur téléphone et filmer la scène. Vous savez, avec BDS, c'est difficile de dialoguer d'un côté, et puis c'est vraiment un exemple de l'exportation du conflit israélo-arabe ou de l'importation dans le débat public et finalement de cette espèce de mélange nauséabond qu'on appelle amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et là, c'est un fait qui paraît anodin, mais c'est vraiment l'expression de ce qui se passe. La violence avec laquelle sont pris à partie ces étudiants juifs, il y a eu des suites à cet incident? Alors d'abord, il faut savoir que la vidéo a donc été postée notamment sur Facebook par les étudiants, l'Union des étudiants juifs de Belgique, a été directement pris par les médias. Évidemment, ça a fait un tollé médiatique en Belgique. Ensuite, le recteur a convoqué et BDS et l'Union des étudiants juifs de Belgique, des représentants en tout cas, pour une réunion commune. On est sorti un communiqué commun qui renvoie dos à dos BDS et l'UEJB. Mais sachez qu'en Belgique, peu de monde croit que ce communiqué soit de bonne foi ou en tout cas été signé de bonne volonté des deux côtés. Alors on va en parler justement avec quelqu'un qui s'est attardé sur cette question. Joël Rubinfeld, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Alors est-ce que pour vous la réponse donnée par l'ULB à cet incident a été satisfaisant? Non, pas du tout, puisque cette réunion qui a été provoquée par le recteur avec les étudiants de l'UEJB et le cercle BDS, c'est pas si bien passé que cela. Il y a eu une très forte pression qui a été exercée sur les jeunes étudiants juifs de l'UEJB qui ont été un peu, en quelque sorte, contraints quelque part de signer ce communiqué de presse conjoint, communiqué sur lequel ils sont revenus le lendemain, où ils ont clarifié la situation, où ils étaient libérés de ces entraves, ou en tout cas de cette pression. Vous savez, pour un jeune étudiant
qui se trouve face au recteur, qui se trouve face à un nombre important d'étudiants BDS et du TOMAC, c'est-à-dire les jeunes de l'extrême gauche, qui subissent cette pression, c'est difficile de résister à cela. Alors, lorsqu'ils sont sortis de cette réunion, ils ont préparé un communiqué pour clarifier la situation. Donc, je pense que peu de gens sont dupes par rapport à ce communiqué qui a été arraché aux jeunes de l'UEJB. Voilà, réponse insatisfaisante de l'ULB. Pour finir, Joël Rubinfeld, de manière générale, comment se sentent, depuis plusieurs années d'ailleurs, les étudiants juifs en Belgique et de façon générale la communauté juive en Belgique par rapport à ce climat d'antisémitisme assez effrayant, on vient de le voir sur ces images? Ce qui se passe en Belgique se passe plus largement en Europe occidentale. Il y a une crainte, une angoisse. Ce n'est pas normal que des jeunes étudiants, normalement l'université ça doit être un sanctuaire, les jeunes étudiants ne doivent penser qu'à une chose, c'est pouvoir étudier librement. Et se trouver confronté donc à cet antisémitisme primaire mal déguisé sous l'habit de l'antisionisme, c'est quelque chose d'inacceptable, mais c'est quelque chose qui se traduit au sein de l'ensemble de la société belge et plus largement de l'Europe occidentale. On le voit dans des écoles publiques, pour venir à des âges à revenir avant l'université, dans certaines écoles publiques de Bruxelles, des écoles qui, il y a 20 ans, étaient fréquentées par un nombre important d'étudiants juifs, eh bien aujourd'hui, ces écoles se vident leurs étudiants juifs qui vont en quelque part se réfugier, entre guillemets, dans des écoles juives. Ce n'est pas sain et cela explique le nombre croissant de départs de Belges juifs, de Français juifs, d'Européens juifs vers des cieux qu'ils estiment plus accueillants, que ce soit Israël, les États-Unis ou le Canada ou d'autres pays. Ce n'est pas acceptable parce que je pense que la qualité, une des qualités de la démocratie, c'est de protéger l'ensemble de sa population et en particulier les minorités. Aujourd'hui, la minorité juive est particulièrement exposée à la démocratie de relever ce défi. Merci beaucoup Joël Rubinfeld. En 20 secondes pour finir, Myri. Hier j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants juifs, enfin beaucoup, ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas avec quelques étudiants juifs sur le campus qui me disaient clairement avoir peur aujourd'hui de dire qu'ils sont juifs parce qu'ils sont pris fréquemment à partie et ils disaient, il y en a certains qui sont sortis de l'UEJB ou participent un petit peu moins à l'UEJB parce qu'ils ont peur d'être étiquetés comme juifs. Voilà. Merci beaucoup Myri. C'est dans ce contexte, près de 2 mois après l'attentat de l'Hyper Cacher à Paris, que nos équipes ont suivi en Tunisie. La famille d'une des 4 victimes, Yoav Attab, est mort à 21 ans à Paris. Dans cette jeune démocratie qu'est la Tunisie, eh bien, un défi majeur, garantir la liberté d'expression tout en protégeant ces minorités. Yoav, l'étoile perdue de Tunis, un reportage de Stéphane Calvo avec Anthony Lesne pour i24 News. Voici un extrait. Yohan Cohen, Philippe Braham, Michel Saada, Yoav Attab, assassinés tous les 4 le 9 janvier parce qu'ils étaient juifs. Yoav Attab était le plus jeune d'entre eux. Il n'avait que 21 ans. Lors de l'attaque de l'Hyper Cacher, il a essayé de sauver les otages en s'emparant de l'arme d'Amédi Koulibaly. Un geste d'héroïsme qui lui a coûté la vie. Nous sommes partis sur ses pas. Dans la ville où il est né, il a grandi, à Tunis. Nous avons voulu savoir comment la Tunisie a vécu ce crime antisémite contre un de ses enfants. Et c'est de cette haine qui a tué son fils que Batou Attab nous parle. Cette haine dont il refuse l'importation. J'ai pas de haine, même avec mes ennemis, j'ai pas de haine. Ici au moins on sait bien qu'on vit entre les Arabes, qu'on a vécu ensemble depuis avant. On vit ensemble, regardez ce soir comment ils sont venus du gouvernement, etc. etc. Comme des frères, voilà, il n'y a pas de problème. Dans l'assistance, Yamina Tabé, présidente de l'association tunisienne de soutien des minorités, qui se bat contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme. Après l'attentat de la porte de Vincennes, cette amie de la famille Attab a dénoncé dans la presse le silence ahurissant des autorités. Elle aussi est inquiète. Au-delà des accusations de sionisme subies par la famille Attab, comme par d'autres, elle dénonce l'existence d'un discours ouvertement antisémite en Tunisie. Il y a eu des prêches dans des mosquées, une particulièrement à la mosquée de Radès il y a 1 an, où l'imam a appelé carrément à éradiquer les juifs de la terre. C'est cette parole débridée que regrette Avishai Attab, le frère de Yoav. Ami de Yamina et membre de son association, il rouvre pour la première fois depuis la tragédie son petit restaurant. Je ne pense pas qu'il y ait une montée d'antisémitisme. Je pense que
qu'au temps de Ben Ali, cet antisémitisme, il était caché. Et que voilà, il était caché. Aujourd'hui, après la Révolution, tout le monde peut parler. Garantir la liberté d'expression tout en protégeant ces minorités sont des défis parmi d'autres que doit affronter la Tunisie, pays phare du printemps arabe et qui vient d'élire un nouveau président au suffrage universel. Cette démocratie reste fragile, menacée par l'extrémisme sur son territoire et à ses frontières. Elle doit apprendre vite si elle veut offrir un avenir à sa jeunesse et à sa communauté juive. Pour Avishai et sa famille, le futur est encore tunisien. Reste l'absence de l'être cher, l'ami, le fils, le frère. Et hasard du calendrier, au moment où se tenait la cérémonie d'hommage à Yoav, eh bien Dieudonné donnait un spectacle au même moment à Tunis dans une déferlante antisioniste. Nos équipes se sont rendues dans la salle et ont pu récupérer les images. Vous pouvez les découvrir dans ce reportage ce soir à 21h10 heure de Paris. Dans l'émission donc reportage avec Stéphane Calvo, ce sera suivi d'un débat en présence du co-réalisateur mais également de Pierre Besnénou, ancien président du Congrès juif européen qui connaît extrêmement bien la Tunisie. Voilà pour ce dossier. Michel, on en vient à l'actu de la semaine avec vos dessins. On revient à l'actu israélienne. Oui. D'abord avec le discours de Binyamin Netanyahou au Congrès. Ce sont des dessins relatifs finalement à la fin de la semaine dernière. Bon, parce que le discours, étant donné qu'il s'est inscrit dans une durée de presque 2 mois, parce qu'on en a parlé longtemps avant, et puis on en a parlé après. Alors évidemment, j'ai suivi tout ça par plusieurs dessins. Donc ça, c'est le discours, vous savez, le discours que Bibi a prononcé, tant devant l'AIPAC que devant le Congrès. C'est grosso modo le même discours, peut-être présenté légèrement différemment que celui qu'il a déjà donné à l'ONU, à plusieurs reprises, à l'époque où Ahmadinejad était président. Maintenant, c'est Rouhani. En fait, c'est un ancien dessin. J'ai juste mis Rouhani à la place d'Ahmadinejad. Parce que finalement, les discours sont les mêmes, le propos est le même. C'est ce qu'on appelle le discours d'Auschwitz de Bibi Netanyahou, d'accord, qui met en garde contre une volonté de destruction et d'Israël et du peuple juif, en se plaçant comme défenseur mondial du peuple juif. Et évidemment, étant donné que mon point de vue est que c'est pour dévier le débat, pas qu'électoral, le débat israélien, des vrais problèmes d'Israël, c'est vrai que l'Iran nucléaire est un vrai problème, mais ce n'est pas un problème israélien. C'est d'abord un problème international. Les sanctions, ce n'est pas Israël qui les a imposées et qui les maintient. Donc, et puis finalement, c'est aussi un peu prendre les Américains pour des naïfs en donnant les conditions dans lesquelles un accord futur doit ou non être signé. Et le deuxième dessin que j'ai fait après le discours, finalement, j'ai eu l'idée de prendre cette fameuse photo du Situation Room du jour de la liquidation de Ben Laden. Évidemment. Et tout le monde est face à un écran, mais on voit Iran, 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 on devine que c'est Bibi. Il y a Iran sur tous les écrans, avec Obama qui dit « il m'agace, il m'agace, il m'agace ». C'est une manière d'Obama d'exprimer ce que beaucoup d'Israéliens aussi ressentent. Une administration américaine consternée. Autre actu, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, c'est cette manif Place Rabin, c'était ce samedi qui exige finalement l'alternance du pouvoir. Ce qui était intéressant dans cette manif, d'après les images que j'en ai vues, c'est qu'il y avait aussi des gens à kippa. Que ce n'était pas quelque chose contre le Likoud, que ce n'était pas quelque chose contre la droite, c'était une volonté de changement. Alors, est-ce que la manifestation est l'expression de quelque chose, d'un courant plus profond qui va provoquer un changement? J'en sais rien. Mais en tout cas, il fallait quand même faire un dessin parce que c'était pas anodin. C'est une place qui est soit prise par la droite, soit prise par la gauche, mais où généralement, ils ne sont pas mélangés parce qu'il n'y a pas de cause commune qui les rattache suffisamment. Et finalement, cette volonté, elle est intéressante. On va avoir les résultats dans quelques jours. On voit Ben Gurion qui Alors voilà, qui il ne déclare... faut pas se tromper, c'est Bibi Netanyahou. Ah, c'est Bibi Netanyahou. C'est Bibi Netanyahou, d'accord. Il faut le reconnaître d'après son sourcil gauche en accent circonflexe. Voilà, déguisé en Ben Gurion parce qu'il déclare non pas la création de l'État d'Israël. Il est debout sur la charte de l'indépendance qu'il piétine et qu'il a co-signé. Il a marqué Bibi en bas et il dit « Je déclare la création d'un État binational en terre d'Israël ». C'est en fait ce qu'a dit Meir Dagan, l'ancien chef du Mossad, en disant que la politique de Bibi conduit droit dans le mur, c'est-à-dire un État binational, donc à la fin de l'État d'Israël. Et on termine, Michel, par votre dernier dessin. Hier, c'était la Journée internationale de la femme. Voilà. Alors, il fallait faire un dessin
mignon, souriant, intéressant. Enfin voilà, je me suis dit que Adam et Ève, c'était une situation facile pour reconnaître un peu les protagonistes, et il lui offre, disons, allez, une boîte de chocolat belge, puisqu'on est entre Belges sur le plateau. On ne va pas dire la marque. Et il dit, voilà, des chocolats pour la Journée mondiale de la femme. Et il lui répond, non merci, j'attends l'égalité des salaires pour m'offrir moi-même mes chocolats. Voilà. Et après avoir posté ça sur mon blog, hier, juste un peu avant minuit, j'ai dit, avant que la journée se termine, je dois vous avouer une chose, l'idée était de ma femme et pas de moi. Voilà, donc j'ai eu pas mal de réactions à ça, c'était très bien. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Mireille. On parle après un nouveau journal d'Internet, et Internet qui se fait justice soi-même. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On s'intéresse à l'actu internationale ce matin avec vous, Betsabé. Vos clics du jour commencent tout d'abord par ces déclarations de Manuel Valls sur le Front National. Oui, pas mal de France ce matin, vous allez le voir. Alors, à 2 semaines du premier tour des élections départementales, Manuel Valls ne finace plus contre le Front National. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Premier ministre français a peur pour son pays. Le Premier ministre français a toujours préféré l'art de la guerre électorale, écrit Libération, au débat de philosophie politique. Ainsi, hier, c'était sur Europe 1, le registre de son vocabulaire était volontairement dramatique. Ruine, désastre, peur, angoisse. Toujours dans ce registre de guerre, il a déclaré « Le Front National est au porte du pouvoir dès 2017, craignant un FN à 30%, non pas au deuxième, mais dès le premier tour. J'ai peur pour mon pays qu'il se fracasse contre le FN, retient Le Monde dans son titre. Regardez, Le Monde qui souligne que ces propos ont provoqué de vives réactions à droite, où l'on accuse d'extravagance, de surjouer le danger du FN, où l'on prétend aussi que l'UMP est le meilleur adversaire, bien sûr, contre l'extrême droite. Relève l'Express, et oui, à en croire la droite, Valls serait même responsable de booster la popularité du FN avec ce genre de propos. Regardez Nadine Moreno par exemple. Oui, c'est des propos qui ont fait beaucoup de vagues sur Internet, beaucoup de tweets. Oui, évidemment, le FN est souvent au cœur du débat sur Internet, et ce que dit Manuel Valls a été quand même relayé par les réseaux sociaux bien avant sa déclaration. Ouais. On parle d'un autre homme politique ce matin également, toujours français. Charles Pasqua, lui, veut isoler les islamistes radicaux. Et oui, par exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur estime souhaitable d'isoler les condamnés radicaux sur une île, pourquoi pas, pour leur faire exécuter, tant qu'à faire, des travaux forcés. Charles Pasqua, toujours très en forme, donc à l'âge de 88 ans. Le Figaro relève à sa façon, Charles Pasqua n'a pas la réputation d'être un tiède, et il l'a donc démontré une fois de plus. C'était sur France 2, cette fois-ci hier, réagissant ainsi à la volonté du gouvernement français de généraliser cet isolement des islamistes radicaux. L'ex-sénateur des Hauts-de-Seine a même précisé sa pensée, je cite, qu'on les mette sur une île, qu'on les mette loin, bien entendu, répondant à la question du journaliste qui demandait s'il fallait un Guantanamo à la française. On n'a qu'à recréer les travaux forcés. C'est QFD. Voilà, déclaration remarquée. On parle d'un ancien président français. Cette fois, décidément, ce matin, on fait le tour, qui se retrouve, lui, au musée. Voilà, ou qui s'est trouvé un sosie à voir dans le Japon du XVIIIe siècle. Regardez, vous allez tout de suite comprendre. Ce masque de No, donc forme de théâtre japonais du XVIIIe siècle, est exposé au musée Georges Labille de Toulouse, en France, et il fascine les médias, il fascine les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, on aura compris pourquoi, pour sa ressemblance avec Jacques Chirac. RFI promet, pourtant Jacques Chirac n'a pas servi de modèle pour ce masque. Un masque qui, nous explique-t-on, est une représentation de démons. Alors démons ou pas, en tout cas, le musée de Toulouse, le musée Georges Labille, espère bien voir le vrai Chirac déambuler dans ses couloirs pour se faire encore plus de pub. C'est fou, la ressemblance. Même si les guignols eux-mêmes ne se sont pas inspirés de ce masque. Tout à fait, c'est pour faire... Oui, c'est exactement une marionnette très pour très. Parce il paraît qu'on a tous un sosie dans le monde, et ben voilà, Jacques Chirac a trouvé. Et dans l'histoire. Et qu'il a trouvé au XVIIIe siècle. C'est ce qui est encore. Japonais, pourquoi pas.
Direction la Grande-Bretagne, Betsabé, où l'on se moque des préoccupations des Israéliens. Oui, à en croire la presse britannique, ce n'est pas la menace nucléaire qui effraie les Tel Aviviens, mais le prix des falafels. C'est en tout cas ce que prétend le Guardian, tandis que le Premier ministre Netanyahou fait le tour du monde en tentant d'alerter sur les risques nucléaires. Eh bien, les élections à venir en Israël ramènent sur la table des thèmes de la vie beaucoup plus quotidiennes, le coût de la vie, le prix des appartements et d'autres questions qui sont inscrites sur ces pancartes sur les tentes de l'avenue Rothschild, raconte le Guardian. Finalement, on l'aura compris, Netanyahou passe à côté des préoccupations des Israéliens. C'est l'analyse du quotidien britannique, des préoccupations qui parfois semblent aussi décalées avec la réalité, comme quand on se plaint des salaires avenue Rothschild avec des Adidas aux pieds ou dans une robe dernier cri. Petite moquerie du Guardian. Il faut quand même savoir que l'indice falafel est quelque chose de très sérieux. Il existe au Moyen-Orient. C'est avec $10 combien on peut se payer de falafel. Eh bien, en c'est Israël, comme l'indice Big Mac dans le monde occidental. Absolument. Ouais. Alors, par exemple, à Tel Aviv, vous pouvez vous payer à peu près 2 falafels avec $10 et dans les territoires palestiniens, un peu plus de 5. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Le prix du falafel, ça veut dire... économique sérieux. Et une heure de travail en Israël vous paye une assiette de falafel, ce qui est aussi un repère. Qui pose une vraie question, en tout cas sur les préoccupations économiques des Israéliens. Et sur le falafel. Et sur le falafel. Pardon. Mais ça bien, un éditorial. À présent, on parle de femmes. Et oui, alors on ne travaille pas encore, en tout cas le dimanche, et donc on a loupé la journée de la femme hier, le 8 mars. Mais voilà un clic de rattrapage. Il s'agit du coup de gueule de l'éditorialiste algérien Abdou Sema, repris par Courrier International. Qu'est-ce qui a attisé sa colère? Eh bien, la volonté des députés islamistes d'imposer une loi qui pénaliserait les femmes qui s'habilleraient de manière provocante, en tout cas jugée provocante. Alors il répond qu'il refuse de culpabiliser la femme lorsque celle-ci sort dans la rue dévoilant sa beauté ou sa féminité, qui n'est ni choquée, ni bouleversée, ni effrayée lorsqu'une femme habillée avec un jean ou vêtue d'une jupe passe à ses côtés dans une rue de son pays. Ça n'a rien à voir avec du dévergondage, explique-t-il. Il écrit encore « J'aime la beauté de la femme parce que j'aime la vie. La beauté d'une femme est pour moi une promesse de bonheur. » On devrait encore entendre ça plus souvent. Voilà. Rudy, vous voulez nous la faire avec une voix d'homme? C'est une promesse de bonheur. Une promesse de bonheur. Dernière info, on parle beaucoup dans la presse matin de Solar Impulse 2. Voilà, une autre promesse de bonheur, sans doute. L'avion Solar 2 Impulse, Solar Impulse 2, pardon, c'est le premier vol solaire, donc on l'aura compris, autour du monde, sans carburant, sans pollution pendant 5 jours et 5 nuits. Alors la première étape a commencé à Abu Dhabi ce 9 mars au petit matin. Inch'Allah, a écrit Le Monde, tandis que CNN, vous le voyez à l'écran, insiste, premier vol solaire est une première historique. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et c'est un vrai enjeu pour le futur, sachant que les carburants ne pourront pas, enfin les énergies fossiles ne vont pas pouvoir durer éternellement. Et ce genre de solution, pour l'instant, ça parle écolo, c'est joli à voir se réaliser, mais en fait c'est un vrai enjeu, évidemment. Enjeu. Il faut que ça marche. Une vraie promesse de bonheur. Une vraie promesse de bonheur. Merci, vous êtes ma promesse de bonheur tous les matins. On parle d'un documentaire à présent assez édifiant, l'une des pépites du festival States of Mind, le festival du film indépendant américain. Le documentaire s'appelle Unorthodox. C'est le parcours croisé d'une jeune américaine qui est en prise avec ses croyances. Regardez les images. Le commentaire est signé David Gombin avec Ranchnek. Voici Anna Wexler, américaine. Elle a grandi dans une famille juive pratiquante. Adolescente, elle a vu nombre de ses amis revenir de leur traditionnelle année sabbatique en Israël complètement transformés. Des jeunes Américains moyens devenus bien plus religieux qu'ils ne l'étaient avant leur départ. Blessée par ces changements radicaux, trahie même. Elle a donc voulu comprendre pourquoi et en a fait un documentaire étonnant, Unorthodox. So basically our idea is this. We're making a documentary film about the year in Israel. So Avec son amie Nadja Hortelt, la jeune Anna Wexler a donc suivi pendant 1 an 3 jeunes Américains dans une yeshiva, une école religieuse de Jérusalem. Avec cette lancinante question, qui choisir et pourquoi? On a commencé par interviewer des gamins, puis on a dû trouver et choisir des adolescents. On devait trouver des gens qui remettent leur foi en question, qui soient susceptibles de changer, car la majorité des jeunes qui passent leur année sabbatique en Israël ne se remet pas vraiment en question. Tzipi, Chaim, Jake, le trio a été trouvé. Chacun de ces jeunes a donc accepté de se faire filmer avant, pendant et après cette année décisive. Un choix courageux,
Tsipi, par exemple, craignait les réactions de son entourage. I was most nervous about her, of course, because her change was so dramatic. J'étais angoissée principalement pour elle, parce qu'elle a changé du tout au tout. Elle s'est mariée à un ultra-orthodoxe et du coup, elle était nerveuse à l'idée des réactions de sa belle famille, comment ils réagiraient au film. Maintenant, elle travaille avec des adolescents religieux qui se rebellent, qui se reconnaissent dans son histoire. Elle essaye donc de les aider, de leur montrer la voie. Dans Un orthodoxe, Anna Wexler mène l'enquête. Le sujet de son documentaire n'est pas choisi au hasard. Il fait écho à sa propre expérience, mais dans l'autre sens. Anna Wexler a été élevée dans une famille religieuse. Elle a tout quitté à l'adolescence pour devenir totalement laïque. Si son documentaire est raconté à la première personne, ce n'est peut-être pas un hasard, mais il n'était pas non plus prévu. I only visit my family occasionally, and when I do, it's always uncomfortable. Lorsqu'on a tourné le film, je n'étais pas dedans. Pendant tout le temps, je disais à ma co-réalisatrice qu'il ne s'agit pas du tout de mon histoire. Je voulais juste suivre ces 3 gamins et voir ce qui leur arriverait au cours de cette année. Ce n'est qu'en salle de montage, 3 ou 4 ans après avoir tourné et après avoir rassemblé tous les rushs, que je me suis dit que ce serait probablement plus intéressant si c'était raconté d'un point de vue personnel. Sorti en 2013, Un orthodoxe est un projet débuté en 2004. Il ne l'a pas rendu riche, mais il a surtout servi à éclairer sa famille orthodoxe sur ses questionnements spirituels. Je ne suis plus en colère. Je passe du temps avec mes grands-parents et avec ma famille, les choses vont mieux, même si je reste le mouton noir de la famille. On en est arrivé à presque s'accepter l'un l'autre. Un orthodoxe, ce documentaire en forme de catharsis, a occupé 9 ans de la vie de cette jeune femme. À présent, Anna Wexler se concentre sur un projet d'une toute autre ampleur. Finir sa thèse de doctorat. Thank you. Rudy, monsieur Internet, vous avez mis le doigt sur un phénomène ce matin, c'est des internautes, et c'est de plus en plus courant, qui décident de faire justice eux-mêmes. Oui, et je voulais vous en parler ce matin spécialement, car la semaine dernière, Internet a été secoué par l'histoire de Sean, alias le Dancing Man. Alors, il y a un mois sur le site d'échange 4chan, qui est une sorte de poubelle de l'Internet, sa photo est diffusée par un internaute. Ce dernier sous-titre l'image composée, donc, comme vous le voyez, de 2 photos avec beaucoup de mépris. Il dit ceci, vu ce spécimen essayant de danser la semaine dernière, il a arrêté quand il nous a vu rire. C'est donc la photo d'un triste moment d'humiliation qui a été mise en ligne par cet internaute. C'est là que l'histoire du Dancing Man commence. Un internaute révolté par la photo prend une capture d'écran donc de cette phrase et demande aux internautes d'Imgur, un autre réseau social, de l'aider à identifier l'auteur de la moquerie. Dans le même temps, une tweetos, ça s'appelle Cassandra Fairbanks, se concentre sur la victime et non sur le bourreau. Elle lance un appel sur Twitter pour qu'on puisse retrouver le Dancing Man pour organiser, je cite, quelque chose de spécial pour réparer l'humiliation qu'il a subie. Alors son appel sera retweeté plus de 3000 fois et sera relayé même sous un hashtag qui a agité le net la semaine dernière, Find the Dancing Man, trouver l'homme qui danse. Quelques semaines plus tard, oh, miracle d'Internet, voici Sean qui apparaît, il remercie Cassandra, voilà, et il dit qu'il habite Londres. Donc voilà, il a été trouvé, mais Cassandra prévoyait de faire quoi pour réparer cette humiliation? Elle va le faire, elle va organiser une énorme fête au cours de laquelle elle va convier 2 très jolies demoiselles de Twitter pour danser avec Sean, avec le Dancing Man. Elle a vu les choses en grand, elle a créé une cagnotte qui a rapporté $25 000 en quelques heures, assez pour en tout cas lui payer un billet d'avion Londres-Los Angeles et financer donc cette énorme soirée. À l'heure actuelle, il y a 1700 jeunes et jolies jeunes femmes, dont Betsabé, qui se sont portées candidates pour danser avec Sean, et magie ultime des réseaux sociaux. Moi, je veux bien danser avec lui. Mais ça n'a pas encore eu lieu, on n'a pas les images. Non, c'est un événement qui va avoir lieu et ça ne sera pas n'importe quel événement parce que regardez ces 2 tweets magie d'Internet. Tweet du chanteur Pharrell Williams, célèbre pour le tube Happy. J'espère qu'on va voir ce tweet, voilà, qui dit voilà, j'aimerais chanter pour le Dancing Man. Il dit voilà, hey Cassandra, tenez-moi au courant pour votre fête. Dancing Man n'est jamais honte de ce que tu es. Vous êtes tous les 2 des gens tellement vrais. Et qui dit fête dit aussi DJ. C'est alors que l'un des plus grands DJ du monde, Moby lui-même, souhaite aussi se joindre à la fête. Regardez son tweet. J'offre mes services de DJ pour Dancing Man. Personne ne devrait être humilié pour avoir dansé. Sean a donc été vengé par les internautes. C'est génial.
La force d'Internet. Alors la force d'Internet peut aussi se jouer à contre-courant où Internet va forcer la justice à prendre des décisions. Oui, alors cette histoire nous rappelle un peu deux histoires qui avaient eu lieu il y a à peu près un an, quasi similaires sur le net. Souvenez-vous de cette image, cette vidéo d'un chat qui avait été propulsé très violemment par un jeune Marseillais écervelé qui était très fier de ce qu'il faisait subir à l'animal, ou encore une autre vidéo dans laquelle on voyait un jeune handicapé frappé par des jeunes de 15 ans. Et bien dans les deux cas, la pression des internautes a dans un premier temps poussé les pouvoirs publics à agir. Les auteurs de ces faits ont été arrêtés très vite, mais cela est normal. Mais l'action s'est faite en fait sous la pression du net, et idem pour la justice. C'est-à-dire que pour une affaire de maltraitance animale, logiquement, les dossiers s'empilent et ça met quelques semaines, voire mois, voire années à avoir droit à un procès. Or là, la comparution fut immédiate sous la pression d'Internet, et ce jeune a été quasi immédiatement condamné à 4 mois avec sursis, celui qui avait balancé le chat sur un mur. Alors, c'est assez inquiétant quand même, non? Où l'opinion publique, finalement, devient celle qui est derrière ses claviers et force la justice à prendre des décisions qu'elle n'aurait pas fait. Bah, en tout cas, oui, elle accélère les choses et elle met quand même une certaine pression sur la justice. Effectivement, d'un côté, on peut se féliciter de cette action citoyenne. On peut retrouver un doudou perdu par un enfant via Internet. Mais, on peut venger le Dancing Man. Voilà, c'est qu'il y a un aspect communautaire pour s'unir, dénoncer, réparer, aider. Et puis, dans le même temps, on l'a dit, Internet fait... un vrai quatrième pouvoir, finalement. Absolument, peser une pression sur l'IRL, la vraie vie. Et donc, ça pose des questions sur cette pression populaire que met Internet aujourd'hui. Internet qui a changé notre façon de faire de la politique, mais aussi la justice, apparemment. Voilà. C'est ce qu'on voit. Et les exemples se multiplient. En tout cas, on peut soit dire que c'est une action citoyenne, soit dire qu'effectivement, c'est une pression qui ne devrait pas exister. Dans une démocratie qui fonctionne, peut-être. Merci beaucoup, petit chat. Merci, Betsabé. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve demain avec grand plaisir. Portez-vous bien.